Si tu penses venir vivre en Thaïlande, regarde cette vidéo parce que je vais tout expliquer de A à Z. Ce que tu dois préparer avant de quitter l'Europe, quel visa utiliser, comment l'obtenir, où t'installer. On va comparer des villes. On va voir comment gérer tout le concret une fois sur place. Logement, papier, administratif, permis de conduire, couverture médicale. Le coût de la vie une fois sur place aussi. Internet, téléphone, les restos. Et surtout, comment réussir ta vie ici. Je vais tout faire sous forme de questions-réponses réparties en plusieurs sujets principaux. Tu as d'ailleurs un chapitrage, donc tu peux aller directement aux parties qui t'intéressent. Le but, c'est que tu partes bien préparé. Allez, on commence avec la première partie qui s'intitule « Avant de partir ». Première question, est-ce que tu as les moyens réels de vivre ici en Thaïlande? On va commencer simple, mais c'est la base. Est-ce que tu as les moyens de vivre ici vraiment? Pas venir 2 mois en mode vacances. Pas tester et repartir. Je te parle de t'installer, de vivre ici durablement. Parce que la Thaïlande, elle peut être très confortable, mais elle peut aussi te rattraper vite si tu t'es mal préparé. Beaucoup arrivent avec une idée en tête. C'est pas cher la Thaïlande, donc ça va le faire. Oui, ça peut le faire, mais ça va dépendre de comment toi tu veux vivre. Est-ce que tu veux compter chaque dépense ou est-ce que tu veux plutôt être tranquille, profiter, sortir, vivre normalement sans te priver? Et surtout, est-ce que ton budget, il est assez stable dans le temps? Parce que venir ici avec une base fragile, c'est pas une bonne idée. Ce qui nous amène à la deuxième question. De combien tu as besoin par mois pour vivre correctement? Et là, on va arrêter le flou. On va parler de chiffres. Parce que tout le monde dit la Thaïlande, c'est pas cher. Mais ça ne veut rien dire. Ça dépend de comment toi tu veux vivre. Déjà, on va parler du logement. C'est ton plus gros poste de dépense. Si tu veux un studio qui est assez simple, il faudra compter entre 250 et 350 euros par mois. Quand je dis un studio simple, imagine une grosse chambre d'hôtel. On n'est pas loin d'une vérité. Si tu veux un appartement correct avec piscine et accès à la salle de sport, il faudra compter de 350 à 600 euros. Et si tu veux quelque chose de très confortable et bien situé, ça va commencer à 600 euros et ça peut monter très très haut. Et en fait, ça va dépendre énormément de la ville. On reparlera tout à l'heure des villes dans lesquelles on va s'installer en Thaïlande. On verra pour qui c'est pas fait du tout. On en reparlera, d'accord? Mais garde en tête une chose. Plus tu veux du confort, plus ça coûte cher. La nourriture, c'est pareil. Par exemple, une street food locale, ça va aller de 1,50 € à 3 € par plat. C'est-à-dire avec une bouteille d'eau comme boisson. Je ne compte pas d'alcool. Pour les restaurants simples, il faudra compter entre 4 et 8 € par plat. Pour les restaurants occidentaux, ça va commencer à 8 € et ça peut monter 20, 25, 30 €. Si tu manges local, c'est donc très économique. Mais si tu manges comme en Europe, ça grimpe assez vite. Le budget moyen pour la nourriture va donc aller de 300 à 700-800 € par mois selon ton mode de vie. Et oui, les déplacements en scooter par exemple, ça va aller de 60 à 120 € par mois si tu en loues. Maintenant, si tu prends des taxis, il faut savoir que c'est très accessible. L'essence, elle est pas chère du tout ici. Le budget, ça ira de 50 à 150 € par mois pour tes frais de taxi. Et les extras, et c'est là où tout se joue, café, resto, sorties, alcool, massage, loisirs, les petits plaisirs du quotidien finalement. Et ça, c'est un piège parce que tout est pas cher ici, mais on a une tendance à dépenser souvent. Donc, le budget extra, tu vas pouvoir compter de 250 à 600, 700, 800 €, voire plus selon tes sorties et la consommation d'alcool que tu fais. Il faudrait également penser à une couverture médicale. Il faudra commencer à compter à partir de 150 € par mois pour être très bien couvert et ça peut monter très très haut selon tes antécédents médicaux et ton âge. Donc, si on résume, 1000 €, tu survis, mais il faudra vraiment faire attention. 1500 €, tu vis bien. 2000 €, tu es confortable. Et à partir de 2500 €, tu es très très bien. Mais le vrai sujet, c'est pas le chiffre, c'est ton mode de vie. Ici, tu peux vivre avec très peu, mais tu peux aussi dépenser sans limite et sans t'en rendre compte. Ce qui nous amène à la question numéro 3. Quelle différence entre survivre et bien vivre ici en Thaïlande? Et ça, c'est une question que beaucoup ne se posent pas et c'est pour moi une erreur. Parce que oui, tu peux survivre en Thaïlande, mais est-ce que toi, tu as envie de survivre? Je te pose vraiment la question. Survivre ici, ça ressemble à quoi, tu vas me dire? Eh bien, c'est simple. Tu prends toujours le moins cher. Tu réfléchis à chaque dépense. Tu évites les sorties. Tu n'as pas beaucoup de loisirs. Tu te limites en permanence. Et au final,
Tu vis dans un pays agréable, mais avec une pression mentale. Bien vivre ici, c'est autre chose. Mais ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est simple. Tu choisis ton logement avec une belle vue, peut-être piscine, salle de sport, sans te restreindre de trop. Tu manges ce que tu veux, tu sors quand tu en as envie, tu ne stresses pas pour 20 ou 30 euros de dépenses et surtout, tu es tranquille dans ta tête. Et cette tranquillité-là, elle n'a quand même pas de prix. Et la vraie différence, elle n'est pas dans le pays, elle est dans la marge que toi tu as. Parce que si tu es tendu financièrement, même au soleil, tu ne seras pas finalement très bien dans ta peau. Alors ça nous amène à la 4e question. Est-ce que ton revenu, peut-être ta pension, est-ce qu'elle est suffisante? Et c'est la question centrale. Pas est-ce que tu peux vivre ici en Thaïlande, mais est-ce que ta pension te permet de bien vivre ici sur la durée? Et surtout, est-ce que tu prends en compte toutes les dépenses? Parce que beaucoup de gens font une erreur assez simple. Ils calculent le logement, la nourriture, les sorties, mais ils oublient 2 choses qui sont essentielles. La couverture médicale et les frais liés au visa. Eh oui. Et ça, c'est obligatoire. On va en parler en détail plus tard dans la vidéo. J'ai prévu un chapitre rien que pour ça. Mais tu dois déjà l'intégrer dans ton budget. On va prendre donc des cas assez concrets. Un premier cas, c'est quelqu'un qui vient ici avec 1700 euros par mois. Ben oui, on peut vivre, mais on doit quand même faire attention. On aura quand même un logement qui est correct. Au niveau de la nourriture, ce sera OK. On se permettra quelques sorties, peut-être une par semaine. Mais derrière, il y a une couverture médicale à payer. Il faut pas l'oublier. Ça va peut-être être 150, 200 euros par mois. Et des frais de visa à penser également, qu'il faudra lisser sur l'année. Et là, ta marge, elle devient beaucoup plus fine. Donc, tu vis, mais sans trop d'imprévus quand même. Un deuxième cas, c'est quelqu'un qui vient ici avec 2000 euros par mois. Là, tu entres dans une bonne zone. Tu peux avoir un très bon appartement. Tu peux très bien manger, tu fais des sorties régulièrement, peut-être 2 ou 3 fois par semaine, tu commences à intégrer une bonne couverture médicale et surtout, tu commences à avoir une tranquillité mentale. Et je pense que ça n'a pas de prix parce que tu ne réfléchis pas à chaque dépense et ça va faire la différence. Et un troisième cas, c'est quelqu'un qui va venir avec 2500 euros et plus. Bon, là, c'est très confortable. Tu peux choisir ton cadre de vie, tu peux profiter sans te limiter, tu voyages en Thaïlande, tu sais absorber les imprévus. Et ça change tout. Parce que tu n'es plus en train de gérer ton argent, tu es juste en train de vivre. Mais le vrai piège, il est ailleurs. C'est de calculer juste, se dire, OK, ça passe, mais oublier qu'il y a des dépenses qui vont évoluer, que tu vas consommer plus en étant bien, que les imprévus arrivent toujours. Et surtout, que vivre à l'étranger, ça demande une marge de sécurité. Donc la vraie question, c'est pas ton montant. C'est est-ce que ta pension ou tes revenus financiers mensuels te permettent d'être serein, d'absorber les imprévus, de profiter sans stress. Parce que la Thaïlande, elle peut alléger ton budget, mais elle ne remplacera jamais une sécurité financière. Ce qui nous amène à la 5e question. Est-ce que tu as une sécurité financière? Et là, on va parler du truc que presque personne ne prépare, mais qui fait quand même la différence. Ta pension, par exemple, c'est ton quotidien. Ta sécurité financière, si tu veux. C'est ce qui te sauve quand le quotidien déraille. Parce que la vraie vie, elle est comme ça. Tout peut bien se passer pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et puis un jour, tu peux avoir un souci de santé, un retour urgent en Europe, je ne sais pas pourquoi, un enterrement là-bas, va savoir, une dépense imprévue, un problème administratif. Et là, tu n'as plus le choix. Donc la vraie question, c'est est-ce que tu as un filet de sécurité, un capital, si tu veux, un matelas, une épargne, une réserve d'argent? Parce qu'il te faudra quelque chose qui te permet de dire « Ok, j'ai un problème, mais je gère ». Et là, on va être concret. Idéalement, tu devrais avoir minimum 3 à 6 mois de budget de côté. Idéalement, ce serait 10 000 à 20 000 euros de sécurité. Pourquoi ? Parce que ça va couvrir un retour d'urgence, des soins médicaux non prévus, une transition difficile et imagine un peu le pire scénario. C'est pas de manquer d'argent tous les jours, c'est d'avoir un problème et de ne pas pouvoir y faire face. Et là, tu vas subir. Et ça, beaucoup ne l'anticipent pas parce qu'ils pensent ouais, on verra une fois sur place. Mais sur place, c'est trop tard. La réalité, elle est très simple ici en Thaïlande. Vivre ici,
c'est confortable, mais tu es loin de ton système habituel. Donc loin de ta sécurité. C'est toi qui la crée, ta sécurité. Ce qui te protège ici, ce n'est pas le pays, c'est ta capacité à encaisser quand ça ne se passe pas comme prévu. 6e question. Quel visa est adapté à ta situation? Et là, on parle d'un point clé, parce que tu ne peux pas juste venir en Thaïlande et rester comme tu veux. Il te faut un visa qui est adapté. Et si tu es pensionné ou prépensionné, dans la majorité des cas, tu vas passer par un visa retraite. Le visa retraite, c'est quoi concrètement? C'est un visa long séjour qui est renouvelable chaque année, qui te permet de vivre ici en Thaïlande légalement. Mais il y a des petites conditions. Les 2 principales conditions, c'est ton âge. Il faudrait avoir minimum 50 ans et prouver une capacité financière. Et là également, tu as 2 options. Soit un revenu mensuel suffisant, soit un dépôt bancaire en Thaïlande. Parfois, une combinaison des 2, c'est possible. On va simplifier un maximum. Aujourd'hui, dans la pratique, on va te demander généralement environ 1700 € par mois de revenus, 1800 €, soit 20 000 € sur un compte en banque, un compte bancaire thaïlandais, soit un mélange des 2. On reviendra sur ces détails un peu plus loin, si tu veux, quand je parlerai des visas. Mais ce que tu dois comprendre, ce n'est pas compliqué, mais c'est vraiment très précis. Tu dois préparer tes documents, tu dois respecter certaines conditions, c'est hyper important, et tu dois être rigoureux. Et surtout, tu devras anticiper. Parce qu'il y a des erreurs classiques. Venir en mode « je verrai sur place » et improviser avec des visas courts. Bon, ça marche, mais c'est pas stable. Et à long terme, ça devient stressant. Toi, le stress, tu n'en veux pas. La bonne approche ? Tu prépares ça avant, tu comprends ce que tu fais, tu choisis la bonne option et une fois que ça en place, tu es tranquille. Alors forcément, il n'y a pas que le visa retraite, tu as aussi des visas touristiques pour tester, des visas éducation si tu veux apprendre la langue, des visas élite si tu veux quelque chose de simple mais plus cher. Tu as des visas liés au travail, au business. On va pas rentrer dans les détails ici, surtout que j'ai déjà fait une vidéo sur les visas en Thaïlande qui est sur ma chaîne, mais le but c'est que tu comprennes qu'il y a plusieurs options. Mais si tu es pensionné à partir de 50 ans, le visa retraite reste la plus logique et la plus stable des solutions pour toi. Alors, question numéro 7, est-ce que les démarches de visa sont compliquées? Là, je vais être très clair avec toi. Non, ce n'est pas compliqué du tout, mais ce n'est pas non plus quelque chose que tu fais à la légère. La réalité, elle est simple. Ce n'est pas difficile, c'est administratif. Et l'administratif, ça demande 3 choses. Il faut être organisé, il faut être précis et il faut pas faire n'importe quoi. Concrètement, ça ressemble à quoi, tu vas me dire? C'est très simple. Tu vas devoir préparer des documents, beaucoup de documents, prouver tes revenus ou ton capital, faire des démarches auprès de l'immigration, renouveler ton visa chaque année, faire des choses comme un rapport des 90 jours, c'est une déclaration que tu dois faire tous les 3 mois à l'immigration, maintenir ton dossier à jour. Ce qui bloque des fois les gens, c'est pas vraiment la difficulté, non. C'est le manque d'informations, les mauvaises sources ou le fait finalement d'improviser. Quand on est mal préparé, c'est ce qu'on fait souvent. Et il y a des erreurs classiques. Arriver en mode « je vais voir sur place » et commencer à enchaîner des visas touristiques, des extensions, des solutions qui sont temporaires. Au début, ça va marcher, c'est vrai. Mais sur du moyen terme, sur du long terme, c'est invivable, il faut pas tester ça. Et surtout, ça va créer du stress. La bonne approche, elle est complètement différente. Tu prépares ton dossier avant, tu comprends les règles, tu sais exactement ce que tu fais et si vraiment tu as besoin, tu te fais accompagner parce qu'aujourd'hui, il y a des agences qui s'occupent des visas, il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des services qui sont spécialisés pour aider à obtenir des visas. Ils peuvent vraiment te simplifier la vie. Alors tu vas me dire, mais combien ça coûte tout ça? Si tu le fais seul, en termes de frais administratifs, c'est relativement fait. Par exemple, moi, mon visa, je l'ai payé 350 €. Je l'ai fait seul. Ça m'a pris 1 journée, 2 journées pour assembler tous les papiers. J'ai préparé mon dossier. Ça s'est bien passé. Mais si toi, tu veux passer par un service, tu vas payer. Mais tu gagnes en tranquillité. Et honnêtement, pour beaucoup de gens, ça vaut le coup. C'est une balance, tu vois. C'est que c'est pas compliqué, mais il faut être structuré. Si tu fais ça correctement dès le départ, ta vie, elle sera simple, tout va bien se passer. Si tu vas improviser, si tu vas, oublier des documents, tu vas te compliquer la vie. Alors, dans le descriptif de cette vidéo, je te mets des liens pour être contacté par un avocat si tu as besoin d'aide sur ce sujet.
Question 8. Est-ce que tu dois prendre une assurance santé, la fameuse couverture médicale? Je vais être direct avec toi. Oui, sans discussion. Pourquoi? Parce qu'en Thaïlande, tu n'as pas le système européen. Tu n'es pas couvert par la mutualité. C'est pas automatique ici. Tu es responsable de toi-même. Et tant que tout va bien, tout va bien. T'as pas besoin d'y penser. Mais le jour où il se passe quelque chose, un accident, un malaise, on ne sait pas, ça devient très concret. Alors on va parler de quel coût? Pour comprendre. Si tu as des petits soucis, une consultation avec un médecin, par exemple, ça va te coûter entre 20 et 40 euros. Les médicaments, c'est vraiment pas cher. C'est beaucoup moins cher qu'en Belgique ou en France. Ça va. Mais dès que ça devient sérieux, des hospitalisations, c'est 1000 à 3000 euros. Des opérations simples de 3 à 8000 euros. Des problèmes plus lourds, 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et là, tu dois payer. Donc, une assurance, ça coûte combien? Ça va dépendre de ton âge, de ton état de santé, de la couverture que tu vas choisir. Mais pour te donner une idée, en entrée de gamme, il faudra compter une centaine d'euros par mois, selon ton âge, 150 euros pour une bonne couverture, j'entends 200, 250, 300 euros, selon ton âge, encore une fois. C'est ça qui va faire la différence. Je vais te donner un cas concret. Tu arrives en Thaïlande, tout se passe bien. 6 mois après, tu as un petit problème de santé. Sans couverture médicale, tu vas sortir ta carte bancaire et tu vas stresser, tu peux me croire. Et avec une assurance, tu te fais soigner et c'est pas toi qui payes. Et ça fait la différence. Pour moi, l'erreur classique, elle est de se dire, je verrai sur place ou je sais pas moi, je vais prendre un petit truc basique, on verra bien. Et le jour où ça arrive, tu n'es pas couvert correctement. Tu es peut-être couvert jusqu'à 3, 4, 5, 6 000 euros par hospitalisation. Ce qui n'est pas assez si t'arrive un gros accident ou que tu devais t'opérer pour, je sais pas moi, une crise cardiaque par exemple, ou si tu as un cancer. Il y a d'autres points qui sont importants. Certaines assurances sont exigé pour obtenir ton visa. Donc, c'est pas seulement une sécurité, c'est aussi une obligation dans certains cas. On verra ça plus précisément après dans cette vidéo, mais il y a quand même une vraie réflexion derrière. Ce n'est pas est-ce que je peux économiser 150 euros par mois, c'est est-ce que je suis prêt à prendre le risque? Et ça change tout. Une assurance, c'est cher, toujours, jusqu'au jour où tu en as besoin. Là, du coup, on est content de l'avoir. Et là aussi, dans le descriptif de cette vidéo, je te mets des liens pour être contacté par quelqu'un qui va te proposer une couverture médicale. Tu n'es pas obligé de souscrire. Mais regarde si tu comptes t'installer bientôt en Thaïlande et fais des comparatifs parce que c'est hyper important. Et tout ceci nous amène à la 9e question. Est-ce que tu dois venir tester avant de t'installer? Oui, toujours je dirais même. Et pas pour faire que des vacances, pour tester une vie. Parce que venir en Thaïlande en vacances, c'est pas du tout la même chose que d'y vivre. En vacances, tout est nouveau, tout est agréable. Tu consommes dans la vraie vie, tu dois t'organiser, tu dois gérer ton quotidien, tu dois voir si ça te correspond vraiment. Et là aussi, il y a des erreurs que beaucoup font. La première erreur, c'est de venir 10 jours, 15 jours, 3 semaines, adorer le pays et décider de tout quitter. Mais c'est trop court, tu ne vois que le bon côté. Une deuxième erreur, c'est de tester, mais mal. Si tu veux, je t'explique. Tu vas à l'hôtel tous les jours, tu prends des restaurants tout le temps, zéro routine. Et là, tu testes des vacances, tu testes pas vraiment une vie. Une troisième erreur, c'est de rester au même endroit sans comparer. Oui, tu poses tes valises, tu t'habitues et tu crois que c'est ça la Thaïlande. Alors que non. La Thaïlande, ce n'est pas que Bangkok, ni Phuket, ni Pattaya, ni Chiang Mai, ni Krabi, ni les îles. Non. Combien de temps il faut pour tester minimum? Je dirais 1 mois, mais c'est vraiment le minimum. Honnêtement, il faudrait 2 à 3 mois. Ce serait déjà l'idéal. Pourquoi? Parce que tu vas passer de l'effet nouveauté. Tu sais, tu vois le quotidien et tu vas pouvoir également ressentir ton rythme réel après 2 à 3 mois. Comment est-ce que tu vas tester intelligemment? C'est très simple. Tu vas louer un appartement, pas un hôtel. Tu prends vraiment un petit studio, un Airbnb pour 1 mois. Tu fais tes courses, tu te déplaces comme un résident, tu gères ton budget, tu vis en fait. Et surtout, tu observes. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que le rythme te convient? Est-ce que tu t'imagines ici dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans? La vraie question, elle est à la fin du test. Ce petit test que tu t'imposes parce que est-ce que tu es bien ici ou est-ce que tu es juste bien en vacances? Avant de changer de vie, teste-la, tu en as l'occasion.
Ce qui nous amène à la 10e question. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes avant de partir? Et là, je vais être direct avec toi. Les gens ne se plantent pas en Thaïlande. Ils se plantent avant de partir. Et là aussi, il y a quelques erreurs. La première, c'est d'idéaliser le pays. Ils voient le soleil, les prix, la liberté, le climat, le décor, les filles peut-être. Et ils se disent, waouh, c'est parfait. Mais non, c'est pas parfait. C'est différent de ce que toi tu connais. Et si tu viens avec une vision trop belle, la réalité, elle va te rattraper. Je vais te donner un exemple concret. Le mec qui pense qu'il va vivre comme en vacances toute l'année et qui découvre le quotidien au bout de 2 mois. Tu comprends? Une deuxième erreur, partir sans plan clair. Je vais voir sur place. Ça, c'est la phrase la plus dangereuse. Parce que sur place, t'as pas tes repères. T'as pas ton réseau. Tu vas devoir improviser. Et l'improvisation, elle coûte beaucoup d'argent, mon gars. Ça coûte très cher. Je te donne un exemple. Le gars qui enchaîne les logements, les visas temporaires, et finalement qui finit stressé au lieu d'être tranquille à cause de tout ça. Ça peut te donner une mauvaise image finalement du pays. Une troisième erreur, c'est de sous-estimer le budget. Parce qu'ils vont tout calculer au minimum. Ils vont se dire, ouais, ça passe. Mais ils vont oublier un tas de choses. La couverture médicale, par exemple. Ou les visas, les frais de visa qu'il faut diluer sur une année. Les imprévus. Il faut se racheter un nouveau téléphone portable, je sais pas. Il y aura des extras aussi. Et au bout de quelques mois, le budget, il va commencer à devenir un peu serré. Je te donne un exemple. Le mec qui vit bien au début, oui, il vient d'arriver, et qui commence à se restreindre après 6 mois. Ça, j'en connais plein, hein. Il y a une autre erreur, la 4e, c'est de ne pas tester sérieusement. C'est de venir ici 2-3 semaines, de dire « Ok, j'adore, waouh ». Tu prends la décision de venir, mais t'as pas vraiment vécu ici. T'as jamais fait les courses, t'as jamais géré un quotidien, et résultat, tu pourras arriver et finalement découvrir une réalité qui est différente de ce que t'as vécu en vacances. 5e erreur, c'est de penser que le pays va résoudre les problèmes. Alors là, c'est la plus grosse pour moi des erreurs, parce que se dire « je change de pays, ma vie va changer », ça se passe pas comme ça. Tu viens ici avec tes habitudes, avec ton mental, avec tes problèmes si tu en as. Et ici, ça peut même s'amplifier. Imagine un mec qui est perdu en Europe, qui devient encore plus perdu ici, parce qu'il n'a plus de cadre. 6e erreur, se précipiter, quitter trop vite, tout vendre, tout lâcher, sans recul, sans tester, sans plan. Les profils qui se plantent le plus, c'est ceux qui fuient leur vie en Europe et ceux qui viennent sans budget solide ici. Il y a aussi ceux qui idéalisent la Thaïlande, ceux qui improvisent tout. Et la réalité, c'est que ceux qui réussissent, ils existent. Mais ce ne sont pas les plus riches, ce sont les mieux préparés. Tu ne rates pas ta vie en Thaïlande finalement. Tu la rates dans la façon dont tu t'y prépares. Alors je te donne un petit bonus des choses à faire avant de quitter la France ou la Belgique. Ça va nous amener à la 11e question. Qu'est-ce que tu dois absolument régler avant de partir? Alors là, on est vraiment dans du concret. Tout ce que tu ne règles pas avant de partir, tu vas le traîner avec toi et devoir le gérer à distance. Ça va devenir vraiment compliqué, tu peux me croire. Alors en 1, il y a l'administratif de base. Carte d'identité, passeport à jour, permis de conduire, idéalement international. Copie de tous tes documents importants. Oui, fais des copies papier plus numérique parce que perdre un document à l'étranger, ça devient vite un problème. Donc, tu demandes les documents à la commune, à l'administration, tu les prends en photo, tu les envoies par email, par exemple. La banque également et tout ce qui est finance. Préviens ta banque, vérifie tes plafonds de paiement, garde un compte en Europe, active tes accès en ligne et surtout, prévois comment tu vas transférer ton argent. Est-ce que ta carte bancaire est encore valable pour quelques mois ou quelques années? Pense-y. En 3, il y a la résiliation ou les adaptations des abonnements. Téléphone, Internet, assurance inutile. Je sais pas moi, tu vas peut-être à la salle de sport. Il y a peut-être des plateformes que tu utilises. Tout ce que tu te coupes pas, tu vas continuer à le payer en Thaïlande sans même l'utiliser. C'est bête. Pense-y, fais-toi une liste. Regarde tes dépenses mensuelles. Il y a également les impôts et la situation fiscale. Alors là, c'est très important. Il faudra déclarer ton départ à la commune. Il faudra comprendre ta situation fiscale. Il faudra vérifier où tu deviendras résident fiscal. Tu pourras le faire après 6 mois depuis que tu t'es installé en Thaïlande. Parce que mal gérer ça, ça peut te rattraper plus tard. D'accord? Il faudra penser à ta mutuelle aussi, ta sécurité sociale. Tu dois savoir ce que tu gardes,
ce que tu perds, ce que tu remplaces et anticiper ta couverture en Thaïlande. Tu devras également penser à ton logement en Europe. Tu fais quoi? Est-ce que tu es propriétaire ou pas? Si c'est le cas, tu vends, tu loues, tu gardes. Souvent, on garde un pied à terre. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Avec du recul, j'ai revendu. Pour moi, c'était une erreur. Mais c'est toi qui décides pour ton cas. Parce que garder un logement vide, ça coûte de l'argent. Donc, tu dois y réfléchir. Il y a un 7e point également. Tout ce qui est courrier et suivi. Est-ce que tu vas penser à faire des redirections de courrier, des adresses de référence, un accès à tes documents? Ça paraît simple, hein, mais ça évite beaucoup de galères d'y penser avant. Le point 8, ça doit être un départ qui est propre. C'est ça en fait le vrai sujet. Est-ce que tu pars avec une situation claire ou est-ce que tu pars en laissant des choses derrière toi? Parce que ce que tu ne règles pas, tu vas devoir y penser quand tu seras en Thaïlande. Et un bon départ, c'est pas juste prendre un avion, c'est fermer proprement ton ancienne vie. Tu dois vraiment penser à tout ça. Il y a des listes que tu dois préparer, c'est pas bien compliqué. Pense à ton quotidien. Et maintenant que tout est prêt, avant de partir, on va voir un point clé. Où est-ce que tu as vraiment envie de vivre en Thaïlande? Ça va être la deuxième partie finalement. Où est-ce qu'on va s'installer en Thaïlande quand on vient? Oui, bonne question. Comment choisir la ville qui te correspond vraiment? C'est une décision des plus importantes parce que la Thaïlande, ce n'est pas juste un pays. C'est plusieurs styles de vie complètement différents. Et beaucoup de gens font une erreur. Parce que tu as la montagne, tu as la mer, tu as les îles, tu as la campagne, tu as la ville. Et il y a des gens qui choisissent une ville sans vraiment savoir quel quotidien ils veulent. Donc, on va simplifier. Pose-toi juste 3 grosses questions. Est-ce que tu veux du calme ou de l'animation? Est-ce que tu veux être entouré ou est-ce que tu veux être tranquille? Est-ce que tu veux une vie simple ou une vie plutôt dynamique? Parce que concrètement, tu prends une ville calme, tu peux t'ennuyer. Tu prends une ville animée, ça peut te fatiguer. Et ça, tu le comprends qu'après quelques semaines, peut-être quelques mois. Il y a un autre point important. Le budget. Toutes les villes n'ont pas le même coût. Bangkok, par exemple, la capitale, c'est beaucoup plus cher que Hua Hin ou Pattaya. D'ailleurs, ces 2 villes ont un bon rapport qualité-prix. Et il y a un accès à la plage. Chiang Mai, dans le nord, les montagnes, c'est moins cher. C'est plus calme. En hiver, il fait un peu plus froid. Un petit peu, pas beaucoup plus. Il y a les îles également. Il y a des variables, mais souvent plus chères sur le long terme. Donc le bon choix, c'est quoi? C'est pas la meilleure ville. C'est celle qui correspond à ton rythme, ton budget, ta personnalité. Et il faut quand même considérer tout ça. Tu ne choisis pas une ville pour ce qu'elle montre. Tu l'as choisie pour la vie que tu vas y vivre. Une ville, c'est une vibe et il faut être bien dans cette vibe. Alors, ça nous amène à la question 13. Quelle ville choisir? Et là, on va être très concret parce que choisir une ville en Thaïlande, c'est pas choisir un endroit. C'est choisir un quotidien. Et chaque ville te donne une vie bien différente. Il y a Pattaya et ses avantages, je vais t'en parler. C'est très pratique pour moi parce qu'on n'est pas loin de Bangkok, donc un aéroport international. Tout est accessible, il y a beaucoup d'expatriés, il y a un excellent rapport qualité-prix. Le budget logement, ça va aller de 250 à 4, 5, 600 euros, c'est très correct. 600 euros, c'est vraiment très très confortable. Et il y a aussi des inconvénients. Un environnement particulier, ça ne peut pas convenir à tout le monde, je veux bien le reconnaître. Ce serait plutôt pour qui? Ceux qui veulent une vie simple, oui, vraiment, du social quand même, de la facilité. Une vie nocturne, pourquoi pas? Mais aux alentours de Pattaya, Jomtien, Pratamnak, tu peux être au calme aussi, pas toujours dans la fête. Il y a également Bangkok, la capitale. Alors là, il y a des avantages. Tout est disponible. Hôpitaux internationaux, vie urbaine intense, restaurants, centres commerciaux, des activités constamment. Le budget logement, 400-500 euros jusqu'à 900 euros, 1000 euros et même beaucoup plus que 1000 euros. Mais alors là, tu auras du très confortable. Au niveau des inconvénients, il y a beaucoup de circulation, beaucoup de bruit. Il y a également un rythme qui est assez rapide à Bangkok. Je dirais que c'est plus pour ceux qui aiment les grandes villes et ceux qui veulent être très actifs. Il y a quoi d'autre? Il y a Phuket. Il y a des avantages d'aller vivre à Phuket. Il y a un cadre de vie qui est très agréable. Il y a les plages, il y a les infrastructures qui sont développées. Il y a un niveau de vie qui est élevé. Mais le budget logement, il est un peu plus élevé. Je dirais de 500 euros à 1000 euros. Et
au-delà de 1 000 euros, tu peux avoir du très confortable. En termes d'inconvénients, c'est un peu plus cher. Il y a beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de touristes. Pour qui? C'est pour ceux qui veulent un mix confort plus plage, je dirais ça, avec un budget quand même plus élevé. Il y a quoi d'autre? Hua Hin, en termes d'avantages, Hua Hin, c'est calme. C'est très calme. C'est propre. Il y a beaucoup de retraités. C'est proche de Bangkok également. Je dirais à plus ou moins 3 heures de route. Pattaya, c'est plutôt 1h30 de route, tu vois, pour te donner une idée. Les budgets logements, 300 à 600 euros, tu as déjà quelque chose de très bien. Il y a également des inconvénients. C'est moins dynamique, il y a moins d'activités. Pour qui? Ceux qui veulent une vie plutôt tranquille, un cadre assez stable, oui. Il y a quoi d'autre? Il y a Chiang Mai. Alors, il y a des avantages. C'est moins cher, c'est nature, c'est ambiance détendue. En termes de budget logement, ça va commencer à 200, 250 euros jusqu'à 500 euros. Tu trouves quelque chose de très correct. Il y a des inconvénients. Il y a une pollution saisonnière. Il n'y a pas la mer, c'est les montagnes, c'est dans le nord de la Thaïlande. Il y a un rythme qui est un peu plus lent quand même. Alors, c'est pour qui? Ceux qui veulent du calme et un coût de la vie relativement bas. Il y a quoi? Il y a Krabi aussi. Alors, il y a des avantages. Il y a des paysages qui sont magnifiques à Krabi. Mais c'est moins touristique que Phuket. C'est quand même un cadre qui est naturel. En termes de budget logement, je dirais de 300 à 700 euros. Tu vois, quelque chose qui est très correct. Et en termes d'inconvénients, il y a quand même un peu moins d'infrastructures. C'est un peu plus isolé, si tu veux. Alors, c'est pour qui? Ceux qui veulent du beau et du calme en même temps. Il y a quoi d'autre? Il y a Rayong. Rayong, c'est une province qui est encore au sud de Pattaya. Il y a des avantages. C'est très peu touristique, Rayong. Les prix sont bas. C'est proche de Pattaya. Il te faudra à peu près 40 minutes, 45 minutes pour arriver sur Pattaya. Oui, peut-être un peu plus de temps selon la circulation. Il y a des budgets logements qui sont intéressants. À partir de 200 euros jusqu'à 400-500 euros, tu peux avoir du convenable. Mais il y a des inconvénients. Il y a peu d'expatriés. Il y a peu d'activités. Alors, ça va être pour qui? Ceux qui veulent une vie locale assez calme. Voilà, je dirais ça comme ça. Udon Thani aussi, dans la région de l'Isan, la campagne thaïlandaise. Alors là, il y a des avantages. C'est très abordable. Il y a une vie locale. Peu de touristes. Il y en a, mais beaucoup moins. Budget logement, entre 150 jusqu'à 400 euros par mois. En termes d'inconvénients, c'est le fait d'être isolé. Il y a peu d'infrastructures internationales, si tu veux. Alors, ça va être pour qui? Ceux qui veulent une vraie immersion et qui ont peut-être un budget un peu serré. On a quoi d'autre encore en Isan? Surin, c'est une belle ville aussi, Surin. Il y a des avantages. C'est très local, Surin. Il y a beaucoup de locaux. C'est très calme, c'est très peu cher. Un budget logement, je dirais entre 100 et 300 euros par mois. Il y a un isolement qui est total. Il y a peu de services, il y a très peu d'expatriés. C'est pour qui? Ceux qui veulent une vie très simple, très loin du tourisme, par exemple. Voilà, je t'ai donné quelques villes principales. Et en conclusion, plus tu vas vers les grandes villes, plus c'est cher, mais ça devient facile. Les zones locales, elles sont moins chères, c'est vrai, mais c'est un peu plus isolé. Et la vraie question, c'est, toi, tu veux quoi? Du confort? T'as Bangkok, t'as Phuket. Tu veux de la facilité? T'as Pattaya. Tu veux du calme? Il y a Hua Hin, il y a Chiang Mai. Tu veux du local? Rayong, Udon Thani, Sulin. Tu vois, ça te donne des idées. Tu ne choisis pas une ville pour son image, tu la choisis pour la vie que tu es prêt à vivre dedans. Et tout ça nous mène à la prochaine question. Est-ce que vivre sur une île est vraiment une bonne idée? Ici, je fais référence essentiellement à Koh Samui et à Koh Chang, même s'il y a d'autres îles. Sur le papier, vivre sur une île, c'est quand même le rêve. Il y a la mer, il y a les belles plages, il y a le calme, il y a les paysages, le soleil toute l'année. Mais vivre sur une île, c'est pas des vacances, c'est un quotidien. Et la réalité, elle est simple, oui. C'est magnifique, mais c'est aussi plus contraignant. Il y a le coût de la vie qui est quand même beaucoup plus élevé sur une île. Je dirais entre 15 et 20%, des fois même 30%, si on compare Pattaya et Koh Samui par exemple. Mais tout arrive par bateau ou en avion, donc c'est normal. La nourriture, c'est un peu plus cher, les produits apportés sont plus chers, les restaurants sont un peu plus chers, les logements sont plus chers pour du confort, j'entends. Je te donne un exemple. Un logement à 400 euros sur le continent, c'est ok, ça se trouve, c'est bien. Sur une île, ce sera plutôt 600 ou 800 euros pour le même style de logement.
Et puis, il y a moins de services sur une île, moins d'hôpitaux internationaux, moins d'administratifs, moins d'options. Pour des choses qui sont simples, ça va, mais dès que tu as besoin de quelque chose de sérieux, tu dois souvent te déplacer. Il y a également l'isolement. Au début, c'est agréable, mais sur la durée, tu feras moins de rencontres, moins de diversité, moins de mouvements, et ça, c'est très agréable pour beaucoup, mais pour d'autres, ça peut peser. D'ailleurs, les déplacements sur les îles, on peut en parler. Tu ne bouges pas aussi facilement. Aller à Bangkok ou ailleurs, il faudra prendre un avion, par exemple. Des fois, un ferry, avant même d'arriver à un aéroport. Il y a une organisation. C'est rien de dramatique, mais c'est pas aussi simple que sur le continent. Il y a un effet carte postale quand tu vis sur une île. Au début, tu es émerveillé. Mais après quelques mois, ça peut devenir un quotidien. Et la question qui revient toujours, c'est est-ce que je me sens bien ici, vraiment, sur cette île? Voilà. C'est une question à se poser. L'erreur classique, c'est de choisir une île pour le rêve sans penser à la réalité. Et au bout de quelques mois, il va y avoir de l'ennui, de l'isolement, une envie de bouger. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ça peut être une très bonne idée si toi tu aimes le calme, forcément, si tu es autonome, si tu sais t'occuper, si tu acceptes un rythme qui est un peu plus lent, c'est cool. Mais ça peut être une mauvaise idée si tu as besoin de mouvement, de social, de facilité. La meilleure approche, c'est de tester. Pas une semaine, pas 10 jours, tu t'en doutes. 1 à 2 mois minimum quand je parle de test. Et voir si tu te projettes vraiment sur une île ou si c'est juste un décor de rêve. Mais c'est ton quotidien qui décide si tu y restes ou pas. Alors j'imagine qu'il y a plein de personnes qui vivent sur des îles en Thaïlande qui voient cette vidéo et qui vont dire « Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas isolé, on a des trucs. » Oui, je sais, mais je fais des comparaisons avec par exemple Bangkok, la capitale. D'accord, on se calme. Je n'ai rien dit de mal sur les îles. J'aime beaucoup les îles en Thaïlande. Et maintenant que toi, tu y vois plus clair sur les endroits, on va passer à quelque chose de très concret. Comment t'installer réellement ici? Ce qui nous amène sur la 3e partie de cette vidéo, s'installer concrètement en Thaïlande. 15e question. Comment trouver un logement en Thaïlande? Et là, on va être clair tout de suite. Trouver un logement en Thaïlande, c'est facile. Très facile. Mais trouver le bon logement, ça demande un peu de méthode. Déjà, où chercher? Tu as 3 options. En ligne, il y a des sites internet, il y a des groupes Facebook, via des agents et directement sur place. Mais la meilleure approche, c'est de chercher sur place selon moi. Pourquoi, tu vas dire? Parce qu'on pourrait tout anticiper. Oui, c'est vrai. Pourquoi sur place? Parce que des fois, les photos, elles ne reflètent pas toujours la réalité quand tu vas les voir sur des sites. L'environnement ne se voit pas en ligne. Le bruit, le quartier, tu ne le ressens pas à travers un site internet. Donc concrètement, tu prends un hôtel quelques jours, tu visites, tu compares et là, tu fais un vrai choix. Ensuite, il y a les prix. Il y a la réalité du terrain. Ça va dépendre de la ville, mais en moyenne, 250 à 350 euros, tu auras quelque chose de simple, de basique. De 350 à 600 euros, tu auras un petit appartement sympathique avec piscine et salle de sport. Au-delà de 600 euros, tu vas commencer à arriver dans du très confortable. Et tu peux souvent négocier, surtout si tu prends plusieurs mois, il faut le savoir. Le tarif d'1 mois, le tarif de 3 mois, le tarif d'1 an, c'est pas le même. Ne te laisse pas mettre de la pression par les agents immobiliers. Dis-leur que tu connais le marché en Thaïlande, il y a du choix, donc ne signe pas trop vite et gratte des remises. Alors on parle d'appartement, il y a également les charges à vérifier. Ça, c'est très important. Le prix affiché, ce n'est pas toujours le prix final, donc vérifie. L'électricité, souvent, elle est plus chère que le tarif normal. Elle est peut-être pas au tarif gouvernemental. C'est quelques bahts, mais quand même. L'eau, Internet, est-ce que c'est compris ou pas? Est-ce qu'il y a des frais de nettoyage? Pose toutes les questions. Alors, il y a des erreurs qui sont classiques. Réserver à distance, sans visiter, se précipiter, choisir uniquement sur le prix, ce serait dommage, ne pas vérifier le quartier. Ben oui, il faut quand même se déplacer et voir si le quartier convient. Je te donne un exemple concret. Un appartement parfait sur papier, mais il est peut-être très mal isolé, il est peut-être bruyant, il y a peut-être une discothèque juste à côté, il peut être très mal situé, tu as peut-être aucun commerce autour, et finalement, tu te rends compte un peu trop tard si tu as signé. Donc, viens dans le quartier, observe un peu les commerces. Et puis, il y a la durée de location. 6 mois, c'est quand même plus flexible. Mais 12 mois, tu peux avoir vraiment des meilleurs prix. Donc, au début, ne t'engage pas trop longtemps.
teste et si ça te convient, prends sur du long terme. Donc en conclusion, trouver un logement, c'est très simple, mais trouver celui dans lequel tu te sens bien, ça va demander un peu de temps. Un logement, c'est pas juste un prix, c'est l'endroit où toi tu vas vivre tous les jours. Si tu as besoin, dans le descriptif de cette vidéo, un formulaire pour être recontacté par des agents immobiliers. D'accord? On enchaîne directement avec la 16e question. Est-ce qu'il vaut mieux louer ou acheter en Thaïlande? Et là, je vais te donner une réponse très claire. Au début, tu loues sans hésitation. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas encore la Thaïlande. Tu connais pas tous les quartiers, tu connais pas les villes. Tu comprends? C'est vraiment important. Tu vas peut-être même pas connaître ton rythme de vie quand tu seras en Thaïlande. Ce que tu vas vraiment aimer ici. Et acheter trop vite, ça peut être une erreur classique. Je te donne un exemple concret. Tu arrives, tu vas adorer un endroit, tu dis, bah, ok, j'achète. Et tu achètes. Et 6 mois plus tard, tu veux bouger. Ça peut arriver. Eh ben, tu vas préférer un autre quartier. Ça aussi, ça va arriver. Ou même une autre ville. Et là, tu es un peu bloqué. Alors, tu pourras toujours mettre ton appartement en location. Je te l'accorde. Mais la réalité de l'achat en Thaïlande, c'est possible, hein. Mais ça te fera des préoccupations supplémentaires. Quoique certains arrivent ici en achetant des appartes et en se disant comme ça, je récupère des loyers. Ça peut être un style aussi. D'ailleurs, maintenant, je vais te parler de la réalité de l'achat en Thaïlande. Je le sais, je suis multipropriétaire. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai 5 appartements en réac dans le même quartier. Donc, tu vois, c'est possible de devenir 100% propriétaire, mais c'est pas comme en Europe. Pour des étrangers, on peut acheter sous certaines conditions, des studios, des appartements. Il faut un quota 100% étranger. Je vais pas rentrer dans les grandes lignes ici dans cette vidéo, sachant que je t'ai déjà fait plein des vidéos sur ma chaîne Immo Thaïlande où je traite le sujet de fond en comble. Mais en gros, tu peux être propriétaire d'appartements et de studios. C'est encadré, il y a une loi, tu es vraiment propriétaire à vie. Le jour où tu décèdes, tes héritiers pourront hériter, il n'y a aucun problème pour ça. La taxe foncière est vraiment très très basse, c'est 5 € par appartement en moyenne, donc c'est très très bien. Mais il y a des pièges. Acheter trop vite, par exemple acheter sur plan sans comprendre, ne pas vérifier le promoteur, ne pas comprendre les règles de la propriété. Et il y a plein d'autres pièges auxquels je pense pas au moment où je fais cette vidéo. Mais je te dis, j'ai une chaîne entière qui s'appelle Immo Thaïlande. Le lien est en descriptif de cette vidéo. Si tu veux t'intéresser à l'immobilier, va voir sur cette chaîne, ce sera plus simple. Mais en gros, tu peux acheter, c'est pas un problème. Et quand est-ce que ça peut vraiment valoir le coup? Ben, quand tu es sûr de rester, quand tu as trouvé vraiment ton quartier, quand tu connais bien voilà le marché immobilier aussi, et tu sais exactement vraiment où tu veux vivre. Donc pour moi, en conclusion, quand tu arrives au début, tu loues, tu observes, tu comprends, et ensuite, si tu veux, tu peux prendre la décision de devenir propriétaire. Ça doit pas être une finalité, mais ça peut être sympathique. On va parler de l'administratif ici en Thaïlande, ce qui nous amène à la question 17. Eh oui, déjà, comment ouvrir un compte bancaire en Thaïlande? C'est une question qu'on me pose souvent. C'est une étape importante parce que vivre ici sans compte bancaire local, ça peut être assez compliqué. C'est pas impossible, mais ça peut être compliqué. Alors, est-ce qu'on peut vraiment avoir un compte bancaire en Thaïlande? La réponse, c'est oui, mais ça va dépendre de ta situation parce que les banques vont regarder plusieurs paramètres. Ton visa, si tu as un visa retraite, il n'y aura aucun problème. Les banques vont regarder ton statut, ton dossier, mais sache une chose, le visa retraite, c'est généralement plus simple, donc tu auras un compte bancaire. Concrètement, ça se passe comment? Ben, c'est très simple. Tu vas à la banque avec ton passeport, ton visa, forcément. Tu dois avoir une adresse en Thaïlande. Si tu as, je sais pas, un Airbnb, etc., c'est bon, hein. Et des fois, il te faudra même une attestation du propriétaire ou de l'hôtel, si tu as l'hôtel, et tu fais une demande. C'est important à comprendre. Chaque banque, chaque agence, je dirais même, peut avoir ses propres règles internes. Donc, si ça ne se passe pas à un endroit, c'est pas grave. Tu sors et tu vas dans une autre agence. Est-ce que c'est compliqué d'avoir un compte bancaire en Thaïlande? Non, pas du tout. Ça peut juste demander un peu de patience au début, mais tu vas finir par trouver une banque, c'est certain. Surtout si tu es retraité. Il n'y aura aucun problème pour ça. Alors, il y a quand même des solutions pour simplifier tout. Passer par un agent, demander de l'aide à ton propriétaire, pourquoi pas, ou utiliser des contacts. Personnellement, je te conseille d'aller toi-même dans une banque et de dire, OK, voilà, je m'installe, je suis retraité, voici mon visa, je veux ouvrir un compte. Et ça va se passer
facilement, tu verras. Pourquoi c'est important? Parce que ça va te permettre de payer ton loyer facilement, de gérer ton quotidien, parce qu'ici on a des applications et on paye tout avec des applications bancaires, de recevoir ou de transférer de l'argent, ce sera nettement plus simple. Après, il y a des options avancées pour les profils avec du gros capital. Mais là, c'est vraiment, on monte d'un niveau. Si tu as un capital plus important, minimum 200 000 euros, tu peux envisager d'ouvrir un compte bancaire à Singapour. Par exemple, avec Citibank, le compte Citigold. Mais souvent, uniquement sur parrainage. Alors, pourquoi certains font ça? Pourquoi moi, je l'ai fait? Pour la stabilité bancaire. Il y a une diversification, il y a un accès international, il y a un environnement financier qui est solide et en plus tu as des comptes multidevises. Ça c'est pas mal. Tu habites en Asie et tu conserves des comptes en dollars américains, en dollars singapouriens, en euros. Tu choisis tes devises. Et soyons clairs, ce n'est pas pour tout le monde, je te l'ai dit, 200 000 euros minimum. Mais pour certains profils, c'est une vraie stratégie. Et concrètement, si tu ne sais pas comment faire pour obtenir ton compte bancaire, contacte-moi, je peux t'accompagner à distance, hein, j'entends, ou te parrainer sur ce type de démarche. Mais il te faudra un TIN thaïlandais, donc c'est pour quand tu es installé ici. Donc en conclusion, un compte Thaï, c'est indispensable pour vivre. Un compte international, c'est des options stratégiques selon ton profil, mais ton argent, il doit être aussi bien placé que toi. Maintenant que ton quotidien il est en place, on va voir un point que beaucoup négligent, il me semble, c'est conduire et se déplacer ici en Thaïlande. Ce qui nous amène à la question 18, le permis de conduire en Thaïlande, comment ça se passe vraiment? Parce que tu sais, conduire en Thaïlande, c'est simple, mais être en règle, c'est autre chose. Au début, tu peux conduire comment? Quand tu arrives, c'est simple. Tu viens d'arriver, tu peux conduire avec un permis international. Il faudra peut-être anticiper la demande de permis international. Il paraît que dans certaines mairies en France, il faut 6 mois pour l'avoir. En Belgique, il faut 5 jours. Comme ça, tu sais. Mais attention, pour que ton permis international soit valable ici, il doit être valide, il doit être accompagné de ton permis national et surtout, ce n'est pas une solution long terme. Sur le long terme, à partir de 3 mois où tu vis en Thaïlande, tu dois faire quoi? Tu dois passer le permis Thaï. C'est clairement la meilleure option. Pourquoi? Parce que tu es en règle, tu évites les problèmes avec la police, tu es couvert correctement en cas d'accident. Si tu dois avoir une couverture médicale qui doit intervenir, c'est hyper important. Alors, il y a des démarches qui sont concrètes. C'est beaucoup plus simple qu'en Europe, tu peux me croire. Tu vas devoir fournir quelques documents, passer un test. C'est un test de réflexe et de couleur, hein, pas grand-chose. Hein. Parfois, une petite formation en ligne, rien de bien compliqué, et c'est réglé. Le coût, il faut savoir que c'est très accessible. On parle de 4-5 euros. Hein. Quelques dizaines d'euros grand maximum, vraiment. Donc, clairement, c'est pas une question d'argent. Les erreurs classiques, c'est quoi? C'est de rester avec un permis international trop longtemps, ne pas être en règle et penser que ça passera. Ça passera, oui, mais jusqu'au jour où il y aura un problème. Et là, l'assurance, elle va peut-être pas couvrir. La responsabilité, elle sera engagée de ta part. Et finalement, la réalité de la conduite ici, il faut quand même être honnête, c'est différent. La circulation, elle est plus libre, les règles sont moins respectées, la conduite, elle est un peu plus instinctive et on roule à gauche, on roule pas à droite. Donc, il faudra un moment d'adaptation, il faudra que tu restes vigilant, il faudra que tu observes, que tu prennes ton temps, c'est certain, mais en conclusion, le court terme, permis international, le long terme, permis thaïlandais. Alors, ne néglige surtout pas ton permis de conduire. J'ai également réalisé 2 vidéos sur ma chaîne pour t'aider. La première, c'est pour échanger ton permis international en permis local. Et la seconde vidéo, c'est pour passer très facilement le permis de conduire thaïlandais. Les liens seront également dans le descriptif de la vidéo. Et maintenant que tu peux te déplacer, on va parler d'un point essentiel du quotidien. Vivre concrètement ici, tous les jours. Eh oui, on va en parler. Ça nous amène à la question 19. Internet, téléphone et vie au quotidien. Est-ce que c'est simple? Je te rassure tout de suite, oui, c'est très simple, très très simple. Et souvent, plus simple qu'en Europe. Alors déjà, Internet à la maison. Dans la majorité des cas,
L'immeuble que tu vas occuper en location, il y aura déjà Internet, c'est déjà installé. C'est un genre de Wi-Fi commun à l'immeuble. Ou alors, si c'est pas le cas, ce sera très facile à installer. La fibre, c'est rapide et c'est très stable et l'installation, elle est très rapide également. En termes de budget, il faudra compter de 10 à 25 euros par mois selon l'abonnement que tu vas prendre et honnêtement, ça fonctionne très très bien. Le téléphone mobile, là aussi c'est ultra simple. Tu prends une carte SIM chez un opérateur, il y en a plusieurs, il y a AIS, je suis chez AIS moi, il y a TrueMove H, il y a DTAC également, il doit y en avoir d'autres, je pense pas spécialement à d'autres opérateurs sur le coup, mais il y en a d'autres. Et en termes de budget, tu vas payer entre 5 et 15 euros par mois selon également ton abonnement, c'est logique. Alors tu auras Internet en illimité ou presque, avec des appels locaux, etc. Tu connais la musique, c'est un peu partout pareil. Et le gros avantage, tu n'as pas d'engagement compliqué, tu n'as pas de paperasse lourde. Tu payes et ça marche. Alors, il y a également les applications indispensables au quotidien parce que ton téléphone va devenir finalement ton outil principal. Tu vas utiliser certainement des applications comme Grab pour tout ce qui est taxi et nourriture, Bolt aussi pour tout ce qui est déplacement moins cher. Et là, tu comprends à quel point la vie, elle est très fluide ici. Pour le quotidien, en général, tu vas aller faire des courses, tu auras des petits services, des petits déplacements. Tout ça va être accessible en taxi, en scooter, à pied. Tu auras des 7-Eleven, des genres de grosses épiceries un peu partout. C'est également des centres commerciaux que tu vas trouver avec un service rapide et très très correct. Et tu peux me croire, souvent moins cher qu'en Europe, sauf pour les produits européens, forcément. Les erreurs classiques, c'est de garder un forfait européen trop longtemps. C'est mon point de vue. Garder son numéro de téléphone français ou belge, ça peut être bien au début, mais si tu ne l'utilises pas, autant ne pas le garder. Parce que finalement, il va te servir à rien ici, ou pas à grand chose. Donc, tu dois prendre à un moment donné la décision de couper avec l'Europe si tu t'installes ici en Asie. C'est logique. Alors, sur la réalité du terrain, tu arrives quelques jours, tu seras connecté forcément, tu vas aller à l'aéroport, tu vas prendre une carte SIM, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir commander avec ton numéro thaïlandais, tu vas dire ok, j'ai plus besoin de mon numéro européen. Tu vas vivre normalement ici parce que la vie, elle va pas te ralentir, elle te simplifie tout la vie en Thaïlande. Et maintenant que tout ça est mis en place, on va parler de vrais sujets. Réussir ta vie ici en Thaïlande. Ce qui nous amène à la 20e question. Pourquoi certaines personnes réussissent leur vie ici et d'autres échouent? Et là, on ne parle plus de budget, on ne parle plus de visa, on parle de toi. La réalité que personne dit, c'est que la Thaïlande ne change pas ta vie, elle amplifie ce que tu es déjà. Et si tu es bien dans ta tête, tu vas être encore mieux ici. Mais si tu es perdu, instable, ou en fuite de quelque chose, ça va ressortir encore plus fort. Je t'en parle pour que ce soit clair. Avant de venir t'installer ici, il faut que tu sois au clair avec ta vie. Et on pourrait se poser la question, pourquoi certains réussissent ici? Parce qu'ils arrivent avec un plan très clair, une stabilité, une certaine maturité, j'imagine. Ils ne viennent pas pour fuir quelque chose, ils viennent pour construire. Tout simplement. Et pourquoi certains échouent vraiment? Parce que quand ils arrivent ici, ils arrivent avec des attentes irréalistes, un manque de structure ou des problèmes qui ne sont pas réglés. Et ils pensent que le pays va tout arranger. Mais non, la Thaïlande, elle va pas tout arranger pour ces personnes-là. Alors, je te donne un exemple concret. Le mec qui est mal en Europe, il pense, je change de pays, ça va aller beaucoup mieux. Mais en réalité, il change juste de décor. Et un autre point important, la Thaïlande, c'est facile et justement, c'est ça le piège parce que oui, tout est accessible en Thaïlande, tout est rapide, tout est agréable, je dirais même. Moi, j'adore ce pays, je suis content de vivre dans ce pays. Mais il faut comprendre qu'on peut vite perdre notre cadre ici. Et sans cadre, qu'est-ce qui peut arriver? On va commencer à dériver, à se disperser dans notre quotidien, dans notre vie finalement. On va même perdre des fois du temps sur certaines choses qui ne nous correspondent pas. Et au final, on va se perdre soi-même. Et ceux qui réussissent ici, ils font simple. Ils gardent une routine, ils gardent une discipline, ils savent pourquoi ils sont là. Et la vraie question, c'est pourquoi toi, tu viens ici
en Thaïlande? Est-ce que tu viens, par exemple, pour fuir quelque chose en Europe ou est-ce que tu viens pour construire quelque chose ici, en Thaïlande? Il faut vraiment comprendre que changer de pays, ça ne change pas de vie, ça révèle qui on est vraiment. Et maintenant qu'on a posé ça, parce que je pense que c'était vraiment important, on va aller encore un petit peu plus loin. On va voir comment éviter de tomber dans les pièges une fois qu'on habite ici en Thaïlande. Question 21. Quelles sont les erreurs qu'on commet une fois sur place? C'est là que tout se joue parce que beaucoup de gens arrivent bien préparés et ils se plantent après. J'en vois tous les jours. Première erreur, c'est perdre toute discipline. Au début, tu dis « Ok, je profite, c'est normal, c'est un nouveau pays. » Mais il n'y a pas de cadre ici. Tu te couches tard, tu manges n'importe comment, tu ne fais plus de sport, tu perds ton rythme de vie, tu perds ton hygiène de vie et doucement, tu te laisses aller. Ça, c'est une erreur que je vois vraiment tous les jours. Une deuxième erreur, c'est de tomber dans une routine qui est facile. Parce que oui, ici, tout est simple en Thaïlande, ou presque tout. Trop simple même par moment. Les livraisons de nourriture, les livraisons de tout d'ailleurs, hein, les sorties, le confort, et tu peux vite rentrer dans une boucle. Plaisir, facilité, répétition. Plaisir, facilité, répétition. Cette boucle-là, tu vas la vivre peut-être sans évoluer. C'est une erreur. Une autre erreur, c'est de dépenser sans t'en rendre compte. On en a parlé. Rien n'est cher, mais tout s'accumule. Un café par-ci, des restos par-là, un taxi, une petite sortie par-là, un petit plaisir par-là. Et à la fin, ton budget, il explose sans que tu comprennes pourquoi. Une quatrième erreur, c'est s'isoler. Paradoxalement, même dans un pays ouvert, tu peux te retrouver seul. Pas de réseau, pas d'activité, pas de structure. Et là, tu tournes en rond. Cinquième erreur, se perdre dans le mode de vie de la Thaïlande. Je t'explique. Certains arrivent ici et basculent complètement. Sortie excessive, rythme déréglé, perte totale de repères et au bout d'un moment, quelques mois, ils ne reconnaissent plus leur propre vie. Et ils sont complètement perdus. Une sixième erreur, ne rien construire. C'est la plus importante parce que tu profites, mais tu ne construis rien. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de direction. Et au bout d'une année ou deux peut-être, je ne sais pas, tu vas ressentir comme un vide. Et la réalité, c'est que la Thaïlande, elle te donne du confort, elle te donne du temps. La Thaïlande, elle te donne de la liberté. Mais c'est à toi d'en faire quelque chose. Ceux qui réussissent ici, ils gardent quoi? Un rythme, ça c'est certain, une discipline, une hygiène de vie. Ils gardent des objectifs également, même s'ils sont simples, mais ils en ont. J'ai envie de dire que c'est pas le pays qui te fait perdre, c'est ce que tu fais de ta liberté. Et maintenant que tu sais quoi éviter, on va finir sur le plus important, comment construire une vraie vie ici en Thaïlande. C'est la question numéro 22. Comment réussir réellement sa vie en Thaïlande? Et là, on va aller à fond. Parce que réussir ici, c'est pas une question d'argent, c'est une question d'équilibre. En un, on garde une structure. La liberté, c'est bien, mais sans structure, on dérive. Ça, on le sait tous. Donc, on va garder ce fameux rythme, ces fameuses habitudes qu'on aime avoir, cette hygiène de vie, notre routine. Même si elle est simple, cette routine, il faut la garder. Par exemple, se lever à heure fixe. En semaine, tu peux faire ça. Tu peux bouger, tu peux avoir des journées qui sont bien construites. Ça va tout changer. Moi, personnellement, du lundi au vendredi, tous les matins, je vais à la salle de sport. Le samedi après-midi, j'ai un sport, je vais au badminton. Ça fait mon petit rythme de vie. Je vais me coucher souvent vers les mêmes heures. Ça me fait avoir ma petite hygiène de vie. C'est important. Ça change tout. En deux, il faut construire quelque chose. Même si tu es retraité, tu dois avoir un pourquoi. Un projet, une passion, une activité. Ça peut être n'importe quoi. Un sport, des promenades, je sais pas. Mais tu dois consommer la vie au lieu de la vivre uniquement. Je sais pas si tu vois la différence. Et en trois, j'ai envie de dire, entoure-toi. Ne reste pas seul. Fais des rencontres, fais des échanges, fais des activités. Parce que le social, c'est essentiel. Parce que sinon, tu t'isoles sans t'en rendre compte. En quatre, apprends le thaï. Et là, je vais te rassurer, beaucoup de gens bloquent là-dessus. Ils pensent que c'est très compliqué, mais non, pas du tout. C'est une langue différente, c'est vrai, mais elle est accessible. Et surtout,
Tu n'as pas besoin d'être parfait. Même quelques mots un peu tous les jours, savoir dire bonjour, savoir remercier, savoir commander des plats, c'est pas bien compliqué, mais ça va tout changer. Connaître quelques verbes, je t'assure, c'est une langue très très facile à apprendre, le thaïlandais. Ça change tout. Et pourquoi c'est important? Parce que tu vas créer du lien, tu vas simplifier ton quotidien, tu montres du respect. Et les Thaïlandais, ils apprécient énormément ça. Et honnêtement, avec un tout petit peu de pratique et en quelques semaines, voire quelques mois, tu peux déjà te débrouiller et avoir des bonnes bases. Tu n'as pas besoin de parler parfaitement le thaï et écrire des poèmes, hein, mais juste assez pour ne plus être un étranger partout où tu vas aller en Thaïlande. Garde quand même en tête que l'anglais, c'est bien, c'est confortable, hein, mais le thaï, ça va plus. En ça, j'ai envie de dire, garde ton équilibre. Ne tombe pas dans les extrêmes, trop de plaisir ou trop d'isolement. Trouve ton rythme, c'est important. En 6, reste lucide. La Thaïlande, c'est incroyable, mais c'est pas magique. Ta vie dépend toujours de toi. Alors, en conclusion, réussir ici, c'est pas compliqué, mais ça demande de la conscience, un minimum de discipline, une vraie intention. Ben, bien sûr, parce que la Thaïlande, elle peut t'offrir une belle vie, mais c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Il faut vraiment comprendre ça. Voilà, si tu fais les choses correctement, tu peux vraiment construire quelque chose ici en Thaïlande. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, tu as déjà fait quelque chose que très peu de gens font. Tu t'es vraiment posé les bonnes questions et tu as maintenant des outils pour te préparer au mieux à un éventuel départ. Parce que dans cette vidéo, on a vu quoi? Pourquoi tu veux vraiment partir, hein? Si ton budget, si ta pension sont suffisantes, comment éviter les erreurs avant de partir, les visas, l'assurance, la préparation, où t'installer selon ton profil, la réalité des villes et même des îles, comment te loger, gérer ton quotidien, les démarches concrètes, et une fois sur place, qu'est-ce qu'il faudra faire et surtout comment réussir sa vie ici. Donc maintenant, oui, la vraie question, elle est simple. Est-ce que tu veux juste regarder des vidéos ou est-ce que tu veux vraiment passer à l'action? Si cette vidéo t'a aidé, tu peux prendre 2 secondes pour la liker. 2 secondes. T'abonner à la chaîne et activer la petite cloche si tu veux avoir du contenu sur la Thaïlande. Et si tu as des questions, un projet ou un doute, laisse un commentaire, je prends le temps de lire et de répondre et surtout, par moment, j'en fais même des vidéos dans mes réponses. Regarde la description de cette vidéo, je t'ai mis des contacts utiles, agents immobiliers, juristes, avocats, assurances, pour t'aider à faire les choses correctement et des liens vers d'autres vidéos pour t'aider. Dernière chose, la Thaïlande peut vraiment t'offrir une belle vie, mais seulement si tu vis avec de la lucidité, avec un minimum de préparation et une vraie attention. Parce que tu peux changer de pays en quelques heures, mais construire une nouvelle vie, ça demande un peu plus de temps. Donc, si tu penses vraiment venir en Thaïlande, j'espère que tu vas pouvoir réaliser ton rêve. N'hésite vraiment pas si tu as des questions. Je te le répète, laisse-moi des commentaires. J'y répondrai. Je te dis à tout bientôt sur la chaîne. Salut!